Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Volant. Salut Julien. Salut Johan, j'espère que tu vas bien. Ça va super. Toi aussi la forme? Ça va. C'est mercredi, c'est le jour des enfants, donc c'est parfait. C'est parfait. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu pourrais te présenter, parler de ton parcours et dans quoi tu travailles actuellement? Bien sûr. Donc je m'appelle Julien Volant, comme tu l'as dit, j'ai 36 ans. Je suis aujourd'hui coordonnateur et formateur dans un institut de formation qui s'appelle Prépa Sport sur Aix-en-Provence. Donc je participe à la formation des futurs BPGEPS bien orientés haltérophilie musculation. Et après, j'interviens aussi sur les BP sport co, football, etc. Et aujourd'hui, avec la nouvelle tendance, on a ouvert des classes de CQP. Donc j'interviens sur toutes ces classes, sur le déroulé pédagogique. Et à côté, je fais du coaching, je fais de la préparation physique. Je suis actuellement deux pilotes de moto Supercross. Et puis voilà, je pense t'avoir tout dit actuellement. Tu veux savoir un peu mon parcours? Ouais, parcours cursus, c'était universitaire ou d'autres formations, je te laisse en Alors parler. moi, je n'ai pas de cursus universitaire, j'ai que des brevets professionnels. J'ai démarré très tôt en passant les initiateurs fédéraux dans le football, parce que je suis issu du milieu du football, même si mes 100 kilos ne montrent pas le sport. Donc j'ai passé des brevets fédéraux dans le football et après j'ai vite enchaîné sur des BP. Donc j'ai travaillé dans des structures, dans des clubs bien évidemment de foot. Je m'occupais de certaines sections sportives quand j'étais sur Lyon parce que je suis originaire de Lyon. Voilà. Alors attends 2 secondes. Je sais pas si je peux couper. Hop, le son. Alors attends, c'est vraiment du live, hein. Pas de souci, pas de souci. Celle-là, on ne te l'aura jamais fait, mais bon, comme je t'ai dit, j'ai les enfants qui sont à côté et puis c'est Ouais, la réalité du terrain. Donc, mille excuses pour le podcast. il n'y a pas de souci. À la suite de ça, j'ai très vite intégré en fait l'école dans laquelle je travaille, là, chez Prépa Sport. À côté, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une salle de musculation. Donc, j'étais vraiment référent sur le plateau musculation. Et là, j'ai eu la chance de faire vraiment mes premières armes, de pouvoir appliquer des méthodes, d'utiliser différents matériels, de voir différents types de publics et de pouvoir amener des sportifs que j'encadrais dans ces salles-là. Donc, des salles entre guillemets à l'ancienne, avec un beau plateau muscu, avec une partie un petit peu fitness. Donc voilà, et après, j'ai grandi en passant différents diplômes comme le DU Cometti, qui est venu un petit peu appuyer mes bases à l'ancienne. Et puis voilà, après, j'ai différentes petites formations à côté, mais je ne suis pas issu de la branche universitaire. Voilà. Et ça va faire maintenant, allez, ça fait 13 ans que je suis formateur. Et j'ai eu mes premiers diplômes, entre guillemets, officiels en 2010. Ok, bah, c'est intéressant que tu parles de ces diplômes parce qu'en général, les personnes sont issues du champ STAPS, ont fait en général une licence, sont poursuivis en master, certains en doctorat.
est-ce que tu pourrais parler un peu des avantages de ces formations, des CQP, etc., que tu vois? Alors, on pourra peut-être pas forcément comparer au cursus universitaire, c'est deux choses différentes, mais, euh, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en avant. Eh ben, figure-toi que j'ai de nombreux élèves, moi, qui sortent de STAPS ou qui finissent au final leurs 3 années de STAPS et qui décident de passer leur BP. Je pense qu'ils viennent rechercher beaucoup plus de terrain. Donc après, tu vas me dire, hein, c'est comme toutes les facs et comme tous les instituts de formation qui délivrent des diplômes. On va avoir des formateurs ou des déroulés pédas qui seront beaucoup plus attractifs que d'autres. Mais je pense que ces candidats-là viennent chercher bien plus de terrain et de mise en pratique. Et au final, ça s'avère vrai. Ça s'avère vrai. On a de la théorie parce qu'on est obligé de passer par là. Ils sont évalués sur ça, de la théorie de base, mais on a surtout beaucoup de terrain et beaucoup de coaching. Après, si on veut faire la différence avec ce qui est arrivé depuis peu, hein, avec ces CQP, surtout le CQP IF, instructeur fitness, on a des profils pour ma part qui sont déjà bien expérimentés dans le milieu. C'est-à-dire que je peux recevoir soit des policiers, des gendarmes avec 10-15 ans de carrière, ou des judokas qui ont 15 ans de carrière. Donc ces personnes-là, je pense que si elles sont impliquées dans le monde du sport et qu'elles viennent chercher un petit peu ce bagage euh, théorique et pratique, même si c'est sur du court terme, hein, 4-5 mois. Aujourd'hui, j'arrive à me dire que ces gens-là peuvent être bien plus performants qu'une personne qui reste 12 mois dans une formation, 9 ou 12 mois. Pourquoi? Bah parce qu'elle est ultra impliquée. Donc on a eu, moi je constate ça, on a eu l'arrivée des CQP et après nous on sélectionne ces candidats-là expérimenté entre guillemets et avec un public des fois un peu en BP qui reste quand même assez jeune. Donc moi je m'occupe de 2 classes de BP GEPS haltérophilie musculation. Une qui est sur un cursus en apprentissage sur 12 mois, où on a un public un peu plus jeune, mais impliqué. Et de l'autre côté, on a les BPGEPS qui sont sur 9 mois de formation, qui sont pour leur part, entre guillemets, un peu plus âgés et aussi impliqués dans le monde du sport, mais ils ont eu la possibilité de se détacher sur 9 mois de formation. Voilà. Les CQP, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir sur des créneaux. Nous, on propose des créneaux sur des week-ends bah, parce qu'à côté, ils travaillent. Donc voilà. Et quelle est la différence entre le CQP et le BPGEPS, mis à part la durée? Est-ce qu'au niveau du contenu, ça se différencie ou c'est à peu près la même chose, mais en plus Un jour, condensé? un jour, on m'a dit qu'il n'y avait pas de limite au savoir. Donc, ça veut dire que moi, tout ce que je peux le donner en contenu BP ou CQP, je vais le faire. Voilà, tout le condensé de mes années d'expérience, je vais le donner. Tu l'as dit, là, tu dois proposer en 4 mois de formation, peut-être 9 à 12 mois de formation. Donc, c'est compliqué. Sauf que on a une grosse part aussi de recherche personnelle pour ce CQP-là. Ça veut dire qu'en gros, nous, on va donner avec l'équipe pédagogique, on va donner le contenu, on va donner les cours. Et après, ben, les candidats, ils rentrent chez eux, hein. Ils rentrent chez eux et ils doivent réviser à fond, en fait, à fond. Donc, des fois, tu rentres pas dans le détail sur des cours, par exemple, comme le système nerveux, etc. Parce qu'au final, ils ne seront pas jugés sur ça, mais on essaye d'en donner un maximum. On essaye d'en donner un maximum et surtout, on essaye de ne pas perdre notre temps. C'est-à-dire que si on les reçoit, c'est du vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait 3 fois 7 heures. On essaye vraiment de leur donner un maximum en tant que pratiquants et surtout ben, sur un plan théorique. Après, voilà, hein, ils doivent se débrouiller pour pouvoir être au top et performant le jour de l'évaluation. Ouais, après, ils peuvent creuser de leur côté s'il y a des sujets qui les intéressent. Exactement, exactement. Après, nous, on est ouvert aussi. Enfin,
je suis ouvert à la discussion. Et puis, on a des échanges qui sont beaucoup, beaucoup plus posés parce qu'on a affaire à des personnes qui sont parents ou bien avancés dans le milieu du sport déjà, donc dans une pratique spécifique. Et au final, ça en fait des échanges qui sont plus condensés, mais je dirais plus qualitatifs au final. Sur les 12 mois, je ne vais pas dire qu'on a le temps de faire les choses, mais on est moins pris par le temps. C'est vrai. Et c'est dans quelle ville que tu proposes cette formation? C'est à Lyon Non, aussi ou non? c'est à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Prépa Sport D'accord. Aix-en-Provence. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Mais c'est vrai que du coup, je pense que ça peut être complémentaire à un cursus universitaire qui est peut-être un peu plus théorique. Du coup, comme ça, on mêle. Enfin, il y a de la pratique, hein, évidemment, en STAPS aussi, mais je pense moins forcément que sur un CQP. Je pense que oui. Euh, Je pense que oui. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors, dans ce podcast, on va parler pas mal du matériel qu'on peut utiliser, les différents types de matériel, d'outils pour développer différentes qualités physiques. Mais ça reste quand même, on va dire, du détail. Mais avant ça, j'aimerais parler un peu de ta vision un peu sur la base de l'entraînement. Ça va être une question très globale que je vais te poser, mais est-ce que tu pourrais parler de ce que toi tu considères comme le bas de la pyramide, des bases de l'entraînement à respecter de, pour, euh, pour s'entraîner et avoir une bonne structure, quelque chose de cohérent? Je pense que ce qui va faire la base au final de Monsieur Tout le Monde et d'un sportif ou même d'un athlète, je pense que ça serait déjà avant tout de pouvoir maîtriser son propre poids de corps. Je parle pour tout ce qui est à mettre en lien avec le renforcement musculaire ou tous les différents patterns qui existent, hein, sur le pousser, tirer, se déplacer, courir, sauter. Je pense que aujourd'hui, et on le voit beaucoup sur les réseaux, on revient beaucoup sur ça. Et je pense que c'est important, surtout lorsqu'on on met en avant certains types d'athlètes. Donc c'est un mot qui ne va pas aller avec celui que je vais dire, mais sur les enfants. Donc ça nous permet d'établir déjà ces bases de mouvement sur les enfants. Donc ça serait vraiment le bas de l'échelle. Je dis ça parce que il y en a beaucoup qui vont se vanter les mérites de pouvoir faire, je sais pas moi, 8 répétitions à 140 kilos au, au développé couché, mais au final, tu les mets sur des pompes et ils ont des pompes qui sont totalement dégueulasses. Ils n'arrivent pas à conscientiser la pompe, ils n'arrivent pas à connecter leurs abdos. Et au final, s'ils avaient un petit peu ce lien qui était fait, peut-être qu'ils arriveraient à aller chercher des barres plus sécurisées et pourquoi pas des barres plus lourdes lorsqu'ils passeraient sur le développé couché. Ok, donc dans un premier temps, maîtriser son propre corps dans des mouvements de base finalement. Exactement, exactement. Et après, on l'a vu, hein, sur une période qui nous a fait mal, hein, pour ceux qui ont été freinés sur ça, mais durant le confinement, hein, les gens, ils se sont mis, pour ceux qui ont continué à faire du sport, mais ils pouvaient plus aller en salle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, au final, on va pouvoir glisser sur tes futures questions, mais se dire, je suis à la maison, comment je peux m'entraîner? Il est hors de question de rester à la maison et de ne rien faire. Donc sur 1 mètre carré, 2 mètres carrés, je vais pouvoir m'entraîner et malheureusement, j'aurai pas de bande développée couché, j'aurai pas de tirage poulie. Comment je peux faire? Ouais. Et c'est vrai qu'on voit les plus débrouillards qui s'adaptent, qui arrivent à inventer des exercices par rapport au matériel qu'ils ont et, euh, et revenir finalement aux fondamentaux aussi, au poids de corps. Exactement. Est-ce qu'il y aurait d'autres principes d'entraînement que tu aimerais mettre en avant? Après, moi, je suis un fervent du, heu, du soulevage de charge. À un moment donné, il va falloir pour grandir mieux, passer sous des charges, OK? Des charges qui vont être lourdes, voilà, j'allais dire plus ou moins lourdes, mais qui sont lourdes. Du coup, pour construire ce type d'entraînement-là, il va falloir y aller progressivement et, et construire, et ben, pourquoi pas différents types d'entraînement.
Mais je ne peux pas prévoir ou organiser des séances, des fois c'est particulier, mais sans que l'on soulève des charges. C'est à un moment donné impossible pour moi de faire ça. Je vais pouvoir proposer des circuits, par exemple, à poids de corps ou des enchaînements à poids de corps, parce que c'est la programmation qui veut ça. Mais à un moment donné, je pense qu'il est important de stimuler l'organisme par des charges et après, à l'opposé, hein, je vais avoir cette qualité d'endurance qui va se détacher parce que on ne peut pas choisir entre guillemets. On doit avoir des bases dans l'ensemble des qualités physiques. Un powerlifter, il est obligé à un moment donné d'avoir une endurance fondamentale, une endurance de base, parce que c'est physiologique. On est obligé. On lui demandera pas d'avoir une endurance de l'endurance d'un marathonien, mais voilà. Moi, je suis euh, pas copain avec l'endurance, mais j'essaye de me mettre un coup de pied au cul sous forme de circuit ou pourquoi pas sur des ergomètres qui me plaisent. Ok, donc aussi avoir une base dans toutes les qualités physiques, pas uniquement se concentrer sur de la force, on fait de la force, mais bel et bien essayer d'aller chercher un petit peu partout, même si on est spécialisé dans une qualité physique ou dans un sport spécifique. Bien sûr. Ok, alors on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va parler des kettlebells, qui est un outil que tu apprécies tout particulièrement. Est-ce que déjà dans un premier temps, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est un kettlebell. Est-ce que tu pourrais évoquer, mettre en avant les intérêts, les avantages des kettlebells, pourquoi les utiliser alors en préparation physique, mais si tu vois d'autres alternatives ou dans d'autres objectifs, libre à toi de les mettre en avant. Alors déjà, je vais casser un gros mythe, hein, parce qu'on dit une guérilla, donc ça serait une kettlebell pour moi, et pas un J'ai dit kettlebell. un? Exactement. Ouais, ok, ouais. Ça me pique dans les oreilles, c'est pour ça, mais c'est pas de Une ta faute, tout le kettlebell. monde fait ça. Et on dit Euh, une ou un haltère? on dit une ou un Haltère, haltère, on dit un haltère. un haltère et un Une kettle. kettlebell. Une Ah non, kettle. une kettlebell, pardon. Ok, une kettle, un haltère. Ok. Mais Je vais bon, peut-être ça, refaire c'est la faute dans c'est rien, ça, c'est du détail, Ouais. du détail technique. C'est vrai que je suis un fervent des kettles, hein. J'ai commencé un peu à caresser cet outil-là, je crois, en 2011. Donc, c'était tout frais à la sortie de mon BP. Ouais, j'ai vraiment aimé cet outil parce qu'il y a moyen, au final, de pouvoir s'entraîner avec des charges qui sont plus ou moins lourdes. On revient à ce qu'on a dit. D'avoir cet aspect-là d'endurance. Au final, ça me va bien, hein. Ça me va bien, hein, pourquoi pas de faire 5 minutes de kettlebell swing sans s'arrêter. À un moment donné, j'ai plutôt intérêt à suivre d'un point de vue cardio. Euh, Ce qu'il faut savoir sur cet outil-là, et je le dis dans mes formations, c'est un outil de base qui a vraiment été mis en avant pour le sport santé dans les pays de l'Est. Ok, donc la guérilla, elle est vraiment née dans les pays de l'Est. Et les premières études sont sorties sur ça, sur le sport santé. Ça veut dire cet outil-là permet de faire bouger les gens et c'est bon pour leur santé. Donc c'est plutôt cool. Après, pour ceux qui sont issus du milieu du sport, eh ben, on sait très bien qu'on a des compétitions qui sont officielles, soit sur le Girevoy Sport, qui est le sport de base du maniement de la kettle, et après sur le kettlebell sport avec un maniement encore une fois de la kettle sur un penchant beaucoup plus long, sur des versants de 30 minutes à 1 heure. Bref, là on est sur le côté compétition. Cet outil-là, quand je fais mes formations, j'essaye vraiment d'aller éduquer les gens sur les mouvements de base. Les mouvements de base qu'on retrouve dans les mouvements de compétition. Donc, on va avoir le snatch, on va avoir le jerk, on va avoir le long cycle et on va avoir le half snatch. Donc, ça, c'est des mouvements que l'on retrouve en compétition.
il est hors de question pour moi de faire venir des gens dans mes formations et de leur faire faire du, euh, du curl biceps avec une kettle, du squat avec une kettle. Attention, ça existe, mais entre guillemets, tout le monde sait le faire, ça. Ok. Du moment où on rentre un peu sur le côté technique avec l'outil, on va avoir soit des mouvements qui sont balistiques, et là, ça va être à mes yeux le seul et unique outil qui nous permet de faire ça, et des mouvements de poussée. Donc, si on veut des mouvements balistiques comme euh, le snatch ou le half snatch, et des mouvements de poussée ou comme le jerk, par exemple. Je dois pousser ma kettle au-dessus de la tête. Euh, donc, j'initie vraiment à ces pratiques-là, à ces mouvements de base-là. De ces mouvements de base-là, je vais rester très longtemps sur des mouvements de transition, comme on le connaît tous, hein, mais le kettlebell swing, à deux mains, à un bras, avec deux doigts sur la kettle. J'essaye vraiment de dédramatiser l'outil déjà, parce que ça peut faire peur. On voit tout de suite ça, hein, kettlebell swing, impact sur les lombaires et c'est catastrophique. Sauf qu'au final, on est sur un outil qui vient nous stimuler la chaîne postérieure de l'occiput jusqu'à la voûte plantaire. Donc, on est sur un outil, une fois bien, euh, eh ben, je bug, un outil sur lequel on a bien appris à faire ces mouvements de base, on peut perdurer dans l'entraînement, vraiment. Parce que on le sait tous, cette chaîne postérieure au niveau des fessiers, eh ben, elle est tuée tous les jours parce qu'on s'assoit, parce qu'on la sous-estime, alors qu'on est sur des muscles qui sont ultra puissants et on n'a pas le droit de laisser cette chaîne-là, que l'on ne voit pas parce qu'elle est dans notre dos, eh ben, s'endormir. Ok, donc on est vraiment sur un outil qui, avant tout, moi je mets ça en avant, permet de stimuler la chaîne post. Après, en fonction des patterns, de tirer ou pousser, je vais avoir une grosse action de la force de saisie sur ma kettle, et un développement de l'endurance. Donc, je mettrai en avant cet outil pour n'importe quel sportif et surtout sur n'importe quel niveau. C'est ce qui est important. Je pourrais Et en parler des heures. ouais, mais par exemple, et je pense qu'il y en a qui vont se poser la question, tu parlais des différents mouvements qu'on peut faire, par exemple le jerk au-dessus de la tête. Pourquoi c'est par exemple plus efficace qu'un halter? Pourquoi le kettlebell est mieux qu'un halter? Parce que ça reste quand même, voilà, on le prend, c'est une poignée. Bon, évidemment, c'est la forme qui diffère, mais pourquoi le kettlebell serait plus intéressant, en fonction du contexte, hein, mais pourquoi ce serait plus intéressant qu'un halter? Ben, je pense qu'il y a déjà des copains qui n'ont pas arrêté de te dire qu'il faut contextualiser les choses à chaque fois. Mais bon, à un moment donné, si tu veux pousser au-dessus de la tête, si tu préfères pousser avec un haltère, eh ben, tu vas pousser avec un haltère. Ok. Si tu veux pousser avec une kettle, quoi qu'il arrive, le pattern de pousser au-dessus de la tête, il sera le même. Après, ce qu'il faut mettre en avant, c'est combien de fois tu dois le faire. C'est sûr que si je dois faire 15 minutes de jerk, je vais pas le faire avec un halter. Pourquoi? Bah, parce que d'un point de vue technique, ma kettle me permet de durer dans le temps sur ce pattern-là, sur ce mouvement-là de pousser. Ok. Parce que c'est ultra technique. Et au final, quand ma kettle elle est posée, ben, entre guillemets, elle ne m'embête plus. L'halter, j'ai pas trop le choix. À un moment donné, l'halter, je peux varier ma prise, faire glisser ma main un peu sur un côté. Et je vais essayer au final d'avoir la meilleure des prises, la plus confortable pour pouvoir pousser. Mais aujourd'hui, si je prends cet acte-là de pousser, je pourrais très bien te faire pousser avec un halter, assis, faire un développé militaire aux haltères, ou le faire avec une KB ou deux KB, et bien évidemment le faire à la barre. Si j'ai cette force de poussée qui doit être exercée au-dessus de la tête, et si je suis sur un halter ou une KB, eh ben, je vais avoir bien évidemment l'accent qui sera mis sur l'unilatéral.
Ok, si je dois pousser avec 2 KB, eh ben, j'aurai aussi ce développement de la force, mais en dissocié. Et on s'éloigne bien évidemment du pattern à la barre. Ouais. Ouais, ouais. Après, bon, évidemment, ça reste un détail si on, comme tu l'as dit, si on veut pousser au-dessus de la tête. Dans tous les cas, on fera ce mouvement. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de l'aspect global et des bases de l'entraînement au début du podcast, parce que voilà, je pense qu'il faut d'abord être sur les bases et après se diriger vers les détails. Sans prendre, Euh, sans prendre les caractéristiques, par exemple, d'un powerband, mais tu peux aussi pousser au-dessus de la tête avec ton élastique. Ok, je mets de côté l'aspect élastique, mais je peux aussi prendre mon gun, mon fils, et le prendre par le callback et le pousser au-dessus de la tête, et puis, et puis ça va monter. Sauf que je ne vais pas m'amuser à faire 15 répétitions avec mon fils au bout des bras, parce qu'à un moment donné, il va, il va me mettre des coups de pied dans la figure. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des qualités physiques qui sont plus intéressantes à venir développer avec les kettlebells? Je pense que si je dois mettre une qualité physique euh, propre au final à l'AKB, ça sera l'endurance. Ça sera l'endurance. Quand tu t'inscris en compétition, on ne rentrera pas, je pense, aujourd'hui dans le détail, mais tu es sur des épreuves qui sont longues, qui peuvent durer de 10 minutes à 30 minutes, à 1 heure. Donc à un moment donné, si j'ai pas un bagage d'endurance, du coup, spé à la discipline, c'est pas possible de tenir. Surtout que si je te demande de faire 15 minutes, on en revient au jerk avec 12 kilos, peut-être que ça passera facile. Par contre, après, ben, on va augmenter, on va passer de 16 kilos à 20 kilos. Donc, du coup, il y aura un cheminement qui sera à refaire d'un point de vue technique et d'un point de vue d'absorption de la contrainte physique. De la contrainte physique, il faut accepter de faire pendant 1 heure le même mouvement. Donc on pourra parler d'un rapport puissance, poids de corps, de tout ce que tu veux, d'endurance musculaire. Parce qu'en termes d'endurance de force, le développement de l'AKB, il ne change pas. Et puis, une fois que j'ai maîtrisé la charge, et ben c'est parti, c'est lancé. Le mouvement, il est lancé. Donc, je pense qu'il faut avoir un bon bagage d'un point de vue cardiovasculaire avant tout. Un bagage cardiovasculaire avant ou alors c'est l'utilisation du kettlebell qui va nous permettre de développer cette qualité d'endurance. Parce que moi, je m'attendais, tu vois, à ce que tu dises, la kettlebell permet de développer la puissance, par exemple. Je m'attendais plus à quelque chose comme ça, de la La, puissance ou de l'explosivité. L'AKB, parce que là, je t'ai parlé que d'un versant de l'utilisation de l'AKB sur du longue durée. Si moi, mon but, c'est de faire 10 kettlebell swing avec une kettle de 48 kilos, sur un vecteur de force horizontale, par exemple, si je parle du swing, eh ben, bien évidemment que cette kettle, elle va m'aider à générer de la puissance, ok, générer de la vitesse. C'est pour ça que je disais que cet outil-là a une notion qui est ultra importante, c'est ce côté-là balistique. Donc il faut s'en servir, cet effet de contrepoids, pardon, et ce développement de la puissance. Quand je te mets en avant l'aspect un peu 30 minutes, une durée de 30 minutes, la puissance générée, elle est toujours pareille, entre guillemets, elle est minime. Ok, une fois que j'ai chopé cette cadence-là. Par contre, si je veux faire un press ou un push press ou un kettlebell swing, je vais générer beaucoup plus de puissance, bien évidemment. On a des protocoles comme celui de Dan Jones et des 10 000 kettlebell swing, hein, à faire sur 20 jours, qui avait été établi pour des sportifs qui avaient l'habitude de soulever des charges qui étaient lourdes. Donc, ça leur permettait d'avoir ce petit programme, ce petit protocole, même s'il est dur à encaisser, mais pour te maintenir d'un point de vue cardio et bien évidemment pour te maintenir d'un point de vue euh,
puissance. Parce qu'à chaque fois que tu fais un swing, tu génères de la puissance. Et en fonction du poids que tu as, ben, je te laisse imaginer le contrôle qu'il faut avoir sur la kettle. Ouais, ouais, c'est clair. Donc finalement, on adapte le poids en fonction de cet objectif. Bon, après, ça, c'est pareil, je pense, pour tous les outils. Bien sûr, bien sûr. Et après, quand on prend l'outil kettle, c'est pour ça qu'on a différentes, entre guillemets, maisons qui vantent les mérites de la KB. C'est soit j'utilise ma KB sur un versant endurance, hein, je dois tenir 30 minutes à faire un maximum de répétitions, soit je décide de générer la plus grande puissance possible en très peu de reps. Parce que si je dois générer la plus grande des puissances en tenant 30 minutes, c'est juste pas possible. Ça sera pas possible. Le C'est but, vrai. le but d'un snatch à la kettle, c'est pas d'arracher le plus vite possible et le plus fort possible. C'est arracher de la meilleure des façons. Ok, c'est pour ça que c'est ultra technique. Ouais, je voulais justement parler de ces mouvements d'haltérophilie qu'on peut faire du coup avec une kettle, pourquoi pas une haltère aussi, mais on le voit quand même plus souvent à la barre. Est-ce que tu pourrais comparer un petit peu les deux, plutôt barre et kettle, et Ben, voir les limites et les intérêts de ces deux outils sur les mouvements d'haltéro? on, on est sur l'utilisation de la kettle, entre guillemets, sur l'haltérophilie des pays de l'Est. Donc on peut voir ça comme ça, parce que le snatch, ça veut dire arracher. Le long cycle, tu es sur l'épaule et jeté. Donc on peut considérer ça comme ça, même si on a de très grands champions en haltérophilie du côté des pays de l'Est, hein. On les connaît tous, hein. La différence, c'est que sur, sur ces deux sports, au final, on est sur deux sports. L'haltéro, tu vas devoir tirer la charge la plus lourde possible en une fois. Okay, donc, être équilibré sur cette barre-là en une fois, donc soit sur l'arraché, soit sur l'épaulé jeté. Donc tu as cette notion-là de force qui est mise en avant, une notion de force que l'on ne retrouve pas aussi haute, hein, de force max, hein. Là, on est sur, tu parlais de spec tout à l'heure, mais sur ce versant de la force max, on ne le retrouve pas dans les kettles. Parce qu'on ne retrouve jamais le fait de soulever des kettles qui font, je ne sais pas moi, 60, 70 kilos, même si ça existe, ok, mais on ne retrouve pas ça en compétition. On a un rapport de force qui est fait des fois sur des pentathlons, parce que c'est une épreuve qu'on retrouve, où tu dois faire le maximum de répétitions avec la charge la plus lourde. Mais là, on est sur des épreuves qui durent 5 minutes à chaque fois. Donc, la différence, elle est là, c'est que je peux générer beaucoup plus de force avec une barre, ok, plutôt qu'avec une kettle. Avec une kettle, c'est pas possible. Tous ceux qui sont en salle de musculation et qui s'entêtent à un moment donné à faire du développé couché pour prendre des pecs, qu'est-ce qui va manquer dans cette structure-là? Ça va être l'amplitude. Okay, avec une kettle, si je dois faire un press avec une kettle, je vais pouvoir aller chercher très très bas. Okay, très très bas. Et je serai sur de l'unilatéral. Je pense que c'est ce qu'il faut mettre en avant. La kettle met en avant l'unilatéralité et la barre, non. La barre, non, on est fermé hein, sur ce type de mouvement-là. C'est des mouvements qui restent ultra techniques, etc., hein, au final, au même titre que le maniement de la kettle. Et du coup, comment la différence entre, parce que tu parles de faire les mouvements en unilatéral, Ouais. halter vs kettle. Le kettle, c'est vraiment qu'on puisse le poser, qu'on n'a pas toute cette notion de prise par rapport à un halter, pardon. On aura, à mes yeux, euh, on aura une meilleure prise en main avec la kettle sur certains types de mouvements. Je peux faire du développé couché avec deux kettles, c'est-à-dire que je vais avoir ma kettle qui sera posée dans ma main et ce rapport de force-là, la force ne sera pas localisée au même endroit. Ok.
Si je prends un halter, ma force, elle sera centralisée au niveau de ma main et répartie autour de ma main. Là, je vais avoir une sphère qui va être déposée sur mon avant-bras. Donc déjà, dans une dynamique de mouvement, ça sera différent. Différent, mais du coup, les deux ont leurs intérêts en fonction de l'objectif. Bien sûr. Et voilà, si on reprend des mouvements de base, on peut faire un swing avec un halter. On peut faire un swing avec un halter, mais on ne va pas optimiser le mouvement, c'est dommage. Déjà que je ne serais pas en sécurité, je serais pas en sécurité. Et voilà, il faut utiliser les bons outils pour les bons mouvements. C'est par rapport au contrepoids que tu parles, le contrepoids que fait la kettlebell. Ouais, tu pourrais avoir aussi ce contrepoids-là avec la dumbbell ou avec l'haltère, hein. Tu pourrais l'avoir, hein, une fois qu'elle est entre les jambes. Et si tu dois dynamiser le swing, tu dois créer ce contrepoids-là, hein. Mais en termes de saisie, ben, tu vas être beaucoup plus embêté sur l'haltère. Donc, du coup, tu dois te concentrer sur cette saisie-là. Et on a l'habitude de dire, quand je manipule une kettle, je ne dois pas la serrer. Ok? Elle est déposée dans ma main pour que je puisse être fluide dans tout ce que je veux faire. Si j'ai un haltère pour faire un swing, ben à un moment donné, je vais être obligé de le serrer, hein. Ok? Si je le prends par la portion charge, et si je le prends au milieu, ben, ça sera pas agréable. C'est vrai. Est-ce que tu perçois quand même certaines limites quant à l'utilisation d'une kettlebell? Ou alors c'est l'outil miracle? C'est pas l'outil miracle, mais si, la seule limite, elle va être là, c'est que il te faut plein de kettles au final. Aujourd'hui, il existe des kettles qui sont modulables. C'est plutôt cool. Sachant qu'on a aussi des kettles modulables de type compétition. Modulables de type compétition. Et ça, c'est plutôt pas mal, hein, parce que la kettle de compétition, tu sais, c'est celles qui sont de couleur, hein. La 16, elle est jaune. La verte, elle fait 24 kilos, etc. Donc, ça serait le seul inconvénient. Le seul inconvénient de dire, eh ben, il me faut une kettle par poids. Après, à un moment donné, tu vas dire, mais ça serait bien d'avoir deux kettles parce que je peux faire aussi un swing avec deux kettles. Donc, du coup, je peux augmenter un petit peu la charge, avoir un mouvement qui n'est plus focalisé sur l'unilatéral. Ok, je vais unir mes forces sur un swing avec deux kettles. Ça serait le seul versant négatif. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu aies beaucoup de kettles. Si tu dois choisir, moi j'avais construit mon, euh, mon, euh, mon univers comme ça. J'avais acheté une première 16, après j'avais acheté une 24 kilos, après j'avais acheté une 32, après j'ai doublé ma 16, j'ai doublé ma 24, j'ai doublé ma 32, et après j'ai acheté une 40 parce que la 40 elle est emblématique. Et après bah, j'ai fait par tranche, j'ai deux de 20. Voilà. Ok. On a parlé du développement de l'endurance, de la puissance. On a vu aussi que du coup pour la force max, du coup c'était pas forcément le meilleur outil. Est-ce que tu pourrais parler un peu de comment utiliser la kettlebell pour travailler tout ce qui va être stabilité, gainage, etc. Tout ce que tu mettras en place avec la kettle sur ces mouvements-là de compétition vont mettre en avant un gros travail articulaire. À un moment donné, si je dois faire mon jerk au-dessus de la tête, donc je dois être capable de le faire. Après, on casse un peu les codes là. On descend en charge, ok? Mais garder le bras au-dessus de la tête, c'est un fait. Garder le bras au-dessus de la tête avec une kettle de 8 kilos, ce qui, entre guillemets, n'est rien, va te permettre de construire l'amplitude dont tu as besoin, ok? Si tu as des facilités, hein, parce que nous, les Français, on est tous emmerdés au niveau des épaules, on est tous emmerdés au niveau du dos, etc. Donc, on a des exercices qui sont en lien avec le gainage, en lien avec la stabilité. On a beaucoup sur les réseaux le Turkish Get Up qui est mis en avant, des exercices qui sont plutôt de base doux, ok, doux, pour pouvoir se construire, bouger différemment
parce que quand je fais un Turkish Get-Up, je fais pas un arraché, hein. Là, ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir du tout. Et j'ai moyen d'aller chercher des amplitudes articulaires qui sont plus grandes sur ce type de mouvement-là. Si je suis limité de base et que je m'entête à faire des mouvements de base, ça peut être compliqué d'un point de vue articulaire, hein. T'as parlé de l'épaule. On voit souvent des types d'exercices où on saisit la kettle, on la maintient au-dessus de la tête et on fait que ce soit des fentes ou Marche. autre. Ouais. Est-ce que pour toi c'est un bon exercice pour la stabilité de l'épaule? Et est-ce que tu aurais d'autres mouvements différents avec la kettlebell pour renforcer cette épaule, enfin la stabilité? Alors oui, c'est un bon mouvement. C'est un bon mouvement. Je peux appréhender aussi ces charges-là en les, en les gardant sur soi. Donc je dis quand tu dois récupérer, normalement sur un jerk ou un long cycle, tu es obligé de récupérer en ayant ta kettle qui est proche de toi. Ok, donc on a parlé de l'épaule, mais on a un rapport à faire aussi avec le poignet, parce qu'au final, c'est l'articulation que je mettrai le plus en avant et qui est sous-estimée sur toutes les personnes qui pratiquent avec une kettle. Et après, bien évidemment, le coude qui va suivre et l'épaule. Cette épaule-là qui aura une grande importance sur la stabilité, sur garder la charge au-dessus de la tête parce que tu viens valider au final une répétition bras tendu au-dessus de la tête avec un coude et un poignet alignés. Donc, si avant tout, si je dois mettre une articulation euh, en warning, ça va être celle du poignet parce qu'on se retrouve toujours avec un poignet et une charge qui est ici, alors que normalement, je dois être fort sur mon poignet. Ok, lorsque j'ai cette prise en main là, donc ça veut dire que sur un bottom-up, par exemple, c'est-à-dire tenir la kettle ici, me permet, ben, pourquoi pas, d'avoir un versant de cette force de saisie là. Ok, essayer de travailler mon poignet en étant aligné et en gardant la charge ben, avec la sphère de l'autre côté, hein, en manipulant cette charge-là qui au final, ne doit pas être placée comme ça, hein. Et après, je peux enchaîner sur un bottom-up press. Ça veut dire cette fois-ci là, je vais venir presser en ayant ben, cet équilibre à garder sur une kettle qui est retournée, etc., etc., hein. Après, sur les épaules, là, on va partir un petit peu sur des mouvements qui sont non conventionnels et pourquoi pas aussi l'utilisation d'autres outils qui peuvent être complémentaires sur l'amplitude articulaire, mais comme les masses belles ou les, euh, les Indian Club, pardon, où on va avoir des mouvements qui sont vraiment spécifiques cette fois-ci à cet outil-là, comme à l'époque les massues. Voilà, comme à l'époque les massues, c'était beaucoup utilisé pour permettre cette ouverture-là au niveau de l'épaule et sur cette ouverture-là aussi d'un point de vue thoracique, parce qu'on va être limité d'un point de vue thoracique. Ok, c'est intéressant. Tu as parlé des poignets qui est une des erreurs que tu perçois chez les pratiquants. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu aimerais mettre en avant, que tu vois, bah, du coup, notamment lors des formations que tu fais, et comment les corriger? Quand je fais mes formations, j'aime bien mettre en avant le 10% de théorie parce qu'il faut expliquer l'histoire de l'outil. C'est pas arrivé grâce au CrossFit, ok? C'est très 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 vieux. Euh, le CrossFit a fait du bien à l'outil par contre. Et 10% de théorie pour 90% de pratique. Donc si j'ai une demi-journée, si j'ai un jour ou la plupart du temps 2 jours de formation d'affilée, j'essaye vraiment euh, de quantifier des grands moments de pratique. Donc pour te donner une, une tranche de répétition, même si j'aime pas trop le dévoiler, mais à force les gens, eh ben, ils savent où ils vont. Mais généralement, par journée, on essaye d'avoir plus de 500 reps éducatives. Alors, par demi-journée, pardon, plus de 500 reps éducatives. Donc, ça te fait un total de 1000 répétitions dans la journée.
Donc il y en a qui vont dire ouah, c'est énorme, c'est abusé, n'importe quoi. Mais à force de faire 10 swings, plus 10 swings d'une main, plus 10 swings, donc après ces 1000 répétitions, elles sont construites juste pour laisser le temps à la personne d'automatiser. C'est-à-dire que moi, je suis là pour essayer de corriger la dynamique de mouvement en lui demandant d'être plus relâché sur sa force de saisie, de bien faire ce contrepoids avec la kettle, d'activer ses hanches, à un moment donné de venir gripper au niveau du pied, d'être relâché sur le haut du corps en essayant, en n'étant pas voûté et avoir pour reprendre ce mouvement-là de base, le kettlebell swing, où on va chercher trop loin, je peux très bien initier un kettlebell swing en étant buste droit, en ayant une courbe d'oscillation. En fait, je ne sais pas si je vais faire, mais au lieu d'avoir une kettle qui va chercher très loin avec des bras tendus, je vais essayer de faire monter ma kettle le plus proche de moi avec une ligne qui est quasiment verticale. Donc je vais avoir cette fois-ci un swing qui est plutôt en jambes, où je vais venir pousser avec mes jambes, plutôt d'avoir ce swing-là arraché au niveau du dos. Donc il y a plein de petits correctifs à mettre en avant. Hein. Mais aujourd'hui, si tu parles de kettle, c'est attention, le dos. Voilà, le dos, non, c'est pas normal d'avoir autant de flexion. Après, hein, je vais te dire, hein, on se baisse tous les jours comme des merdes en ramassant des choses par terre. Hein. Mais l'entraînement montre qu'aujourd'hui, la colonne, elle doit être capable de réagir à n'importe quelle situation. Et on lui Du coup, tu apprend à faire vois, ça. ouais, bien sûr. Mais du coup, pour revenir aux erreurs, tu vois pas tant que ça d'erreurs qui reviennent souvent chez différents pratiquants. Si, si, le dos qui n'est pas en place, c'est surtout Ok. ça. Hein. Le dos qui n'est pas en place, une activation au niveau abdos qui n'est pas faite. Et du moment où on donne les bonnes corrections, moi j'aime bien dire aux pratiquants qu'il faut qu'ils soient fiers. Lorsqu'ils font un mouvement, il faut qu'ils soient fiers. Donc il faut qu'ils relèvent leur tête, il faut qu'ils montrent qu'ils sont là, qu'ils sont contents d'être là. Du moment où ils font cet effort-là, j'ai régulé, je sais pas moi, 70% du mouvement. Rien que ça. Et après, d'un point de vue un peu plus technique, l'erreur qu'on retrouve souvent, c'est beaucoup d'actions de bras, alors qu'on est sur un mouvement qui est polyarticulaire, qui sollicite tout le corps au final. Okay, peu importe le mouvement de base choisi. Donc du coup, à un moment donné, un manque de rythme sur la kettle, alors que c'est un outil qui aime avoir du rythme. Ok. Si je fais un kettlebell swing et que je tire sur les bras, non. Normalement, si j'ai eu le bon mouvement de bassin, et ben après, j'ai plus besoin de m'aider des bras. Ok. C'est intéressant comment tu le racontes. Ça se voit que c'est un outil qui te plaît tout particulièrement. Est-ce que tu pourrais mettre en avant un peu ta manière d'aborder le coaching? Là, tu as parlé d'imager un peu, d'être fier quand on fait le mouvement. Est-ce que tu aurais des astuces ou des conseils à mettre en avant, du coup, plus pour les personnes qui souhaitent coacher à leur tour ou communiquer aux athlètes des astuces? Est-ce que tu aurais des manières d'entraîner spécifiques? Tu sais, la première évaluation qui est faite sur les BPGEPS et les CQP, je parle que de mon côté, parce qu'au final, c'est ce que je fais. Et ben, en fait, on leur met en place des EPMSP. C'est une mise en pratique où on passe un bon mois à avoir une grande batterie de mouvements. Je crois qu'il y en a une vingtaine, du développé couché avec haltère, du développé couché à la barre, des élévations latérales, un squat poids de corps, un squat avec barre, etc., etc. Donc, au final, ils n'ont que un mois pour essayer de voir tous ces mouvements-là et de les mettre en place. Donc, cette épreuve-là, elle est en lien avec comment je peux prendre une personne et lui montrer un mouvement. Donc après, sans être omnubilé par une manière de faire, mais à un moment donné, si je dois coacher, je dois pouvoir annoncer les mouvements que je veux mettre en place, je dois pouvoir donner les bonnes consignes sans être fermé d'un point de vue théorique. Aujourd'hui, on ne dit plus à quelqu'un je veux que tu aies les pieds parallèles pour squatter. Ça n'existe plus, ça.
Ok, donc on balaye tout ça, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de créer des mouvements, de faire des mouvements pour les observer, pour après leur donner les bonnes consignes. Après, à un moment donné, il va falloir démontrer. Il va falloir démontrer un minimum pour avoir ce côté-là visuel. Au final, on est tous visuels. Avec tout ce qu'on peut dire, la vision, elle parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on va regarder, le coaché va regarder le coach, comment il fait. C'est important. Ok. Et après, lancer la personne. Donc, je pense qu'il y a tout un protocole à mettre en place qui est sain et qui est important pour le coacher, surtout s'il est novice. Hein. Je ne parle pas de l'athlète. Si l'athlète, tu vas lui dire, fais-moi 5 squats à tant de kilos, même s'il est parfois materné, tu ne vas pas lui répéter sans 7 ans les mêmes consignes. Ok, tu vas avoir des régulations qui vont être faites parce que ça, sinon, on n'aurait plus besoin du coach en fonction de l'état de forme du jour, etc. Mais c'est moins imposé que sur une personne qui ne sait pas faire. Donc, je pense que mon conseil, il est là de dire, de se faire une trame, d'avoir vécu un minimum les mouvements que l'on que l'on veut mettre en avant, ben pour avoir conscience, pour savoir ce qu'il en est. Ok. Je ne demande pas d'être un athlète. Hein. Arracher une barre à 200 kilos, ben, moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. Mais j'ai suivi des formations en haltérophilie pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je pense que on met trop en avant des programmes, on fait des programmes sans avoir vécu les programmes. On doit savoir un minimum ce qui va être encaissé par le pratiquant. Je suis assez d'accord avec ça, qu'il faut avoir vécu les entraînements. Et je crois que c'est Aurélien Broussel qui prône ça, le fait d'avoir fait les entraînements, d'avoir du vécu pratique pour savoir ce qu'on demande aux athlètes et du coup comment après finalement pouvoir gérer, adapter les situations qu'on met en place. Exactement, exactement, parce que toi, tu vas imposer un type de mouvement, la personne, elle va moins bien euh, comprendre ou réagir, donc toi, tu dois lui proposer une autre façon de faire pour lui permettre d'être bien. On met de côté tout ce qui est pathologie. Hein. J'ai un problème ici, comment je peux faire? Là, c'est encore un autre versant. Je dois pouvoir continuer à travailler mes cuisses alors que j'ai un problème au niveau du genou. Ouais, voilà, on rentre dans un autre domaine Exactement. qu'on n'abordera pas aujourd'hui. J'aimerais parler de deux autres outils qui sont quand même pas mal utilisés en prépa physique et je pense que tu utilises aussi. C'est tout ce qui est Medicine Ball et Swiss Ball. Est-ce que tu pourrais parler un peu globalement là pour introduire ce nouveau petit thème de ces deux outils? Alors, on est vraiment sur deux outils au final totalement différents. Mais Ouais, ouais, ils sont différents, mais je les regroupe du ensemble. côté Medicine Ball, je vais rajouter les Slam Ball. Voilà, si j'ai le droit de faire ça, rajouter les Slam Je Ball. t'en prie. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre d'ouvrir notre potentiel de mouvement et notre potentiel d'action. Ok. On va être sur des balles du coup lestées sur les Medicine Ball, qui sont au final des vieux outils. Hein. Euh, je vais pas te mentir, les Medicine Ball, ça m'emmerde un peu d'utiliser ça. Ça m'emmerde parce que tu l'as bien compris, peut-être que je vais proposer une kettle, peut-être que je vais proposer un halter. Ce ballon-là, je me dis, si c'est pour faire du Russian twist là et faire taper ce ballon-là sur les côtés, bon, ça m'embête. Mais si je dois utiliser cet outil-là comme lest, voilà, un lest entre les cuisses, sur des dips, parce que c'est plutôt le bon outil à utiliser. Je fais une série de dips, j'ai mon medicine ball qui est serré entre les cuisses parce que c'est là où il doit être. À un moment donné, je peux le lâcher, il ne va pas rebondir sans s'étendre, il va se poser au sol et je peux continuer à faire des séries, okay, des répétitions, pardon. Après, des exercices où je dois, pourquoi pas, avoir ces notions-là d'équilibre, bras tendus, etc. Je trouve que je me fais pas trop plaisir, moi, avec les medicine ball. C'est ultra limité. Je vais vraiment l'utiliser sur des personnes euh, débutantes
si je dois rajouter ce lest-là, mais je pousse très vite les personnes euh, à rajouter plus de poids que ce qu'un medicine ball peut nous proposer. Et Et dans le, un et- but, dans un Vas-y, vas-y. but d'explosivité où tu vas lancer les medicine balls. Tu vois, pas dans tous les sports, mais dans certains sports, je sais que les lancers de medicine ball sont beaucoup utilisés. Est-ce que cet aspect-là, il t'inspire un peu plus? Là, voilà, là, on va être OK hein, sur le fait d'avoir ce contraste de charge. Hein. Si je dois jeter un ballon et après ou avant j'ai jeté un medicine ball, là, c'est pas pareil. On va avoir un outil qui se rapproche entre guillemets d'un autre outil ou d'un pattern de mouvement. Et pour faire le lien avec l'explosivité que tu mets en avant, le slam ball, et on retrouve un peu ce pattern-là de fermeture que l'on a sur le kettlebell swing au final. Mais si je prends un slam ball, j'aime bien dire ça, ça je l'utilise beaucoup dans les circuits que je peux proposer, de dire j'ai un outil qui va peser 7-9 kilos, je vais pouvoir le monter au-dessus de la tête, donc j'oblige les gens à faire un développé militaire entre guillemets, et de venir accélérer la descente en frappant fort le ballon au sol, en pensant à quelqu'un qui nous énerve, un patron ou quelqu'un dans notre foyer, et je récupère, et après, si j'ai fait ça, eh ben, je peux mettre du mouvement. Si j'ai chopé la bonne technique, je chope le slam ball sur le petit rebond qu'il fait, et je renouvelle le mouvement. Là, c'est un moyen déjà de faire monter le cardio, de se vider de générer de la puissance et de la vitesse. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, sur des extensions, on peut avoir aussi la même chose. Ok, soit on me passe une série de ballons lestés ou de slam ball lestés pour que je puisse enchaîner les répétitions, mais là on sera sur un autre type d'exercice. Après, tu as raison hein, sur le développement de la puissance et là on contextualise. Je pense, sur des sports qui sont bien spécifiques. Ouais, bien sûr. Moi, quand je parle de medicine ball, je pense plus à ce genre de choses plutôt que, comme tu as dit, faire des abdos avec le petit ballon qui pèse 2 kilos. Ça, je suis un peu de ton côté. Je suis pas spécialement fan. Bon, ça peut être bien dans un certain contexte, encore une fois. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait sur les kettles. Te faire un curl biceps avec une kettle, ça m'embête. Te faire des Russian twist avec un medicine ball, ça m'embête. Donc autant voilà, prendre cet outil-là et le jeter loin. Ouais. Bah là, Tu vois, on développera une certaine qualité physique, quoi. voilà, Passons du coup à la Swiss ball. au Swiss Je ball. sais qu'elle est pas mal utilisée en gainage. J'attends d'avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que c'est bien de créer de l'instabilité en mettant les bras dessus, les jambes dessus? Est-ce qu'il y a mieux à faire? Je te laisse parler un peu de ça. Donc là, on va être sur un sujet qui est ultra glissant. Parce que Oui, on mettait en avant ces outils-là sur, et moi le premier au final, hein, bah, parce que j'avance au fur et à mesure de ce qui peut se faire dans le monde de la préparation physique, hein. De dire si j'ai ces surfaces-là instables, je vais avoir une grosse activation au niveau de la proprioception. Donc c'était vraiment mis en avant voilà, sur cette facette-là. Je vais venir faire un gainage planche au sol, je passe du moment sur une surface instable, c'est plus dur, il faut se rééquilibrer, ça connecte peut-être d'autres muscles pour pouvoir garder cet équilibre-là. Donc on sait aujourd'hui que l'aspect proprioception, au final, il est ultra minimisé. Voilà, on n'est pas sur ce développement-là. Pour moi, je vais pouvoir, je vais continuer à proposer des exercices sur surface instable. Voilà, peut-être que je vais me faire démolir, hein, mais je m'en fiche au final. Parce qu'on est sur des exercices qui n'ont pas fait de mal. On s'est peut-être trompé en disant tu vas plus développer ça, ok, qui n'ont pas fait de mal aux sportifs. Je prends le cas à l'ancienne du premier pilote dont je me suis occupé, Yanis. On a fait des simulations de course, c'est-à-dire je le mettais à genoux sur ce Swiss ball. Donc on avait cette dominante-là de gainage sur un plan vertical. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus au final. On est sur une surface instable, certes, mais de l'ordre du ludique,
je lui demandais par exemple de se mettre à genoux, de faire de la battle rope. Voilà, donc je venais le perturber aussi sur les mantes sup, parce que quand tu es sur une moto, tu as plutôt intérêt à réagir sur tous les versants, hein, parce que c'est ultra dangereux. Au final, après, dans un point de vue un peu plus concentration, je pouvais lui dire, eh ben, écoute, tu vas te mettre sur le Swiss Ball et tu vas enlever ta veste, tu vas remettre ta veste, tu vas zipper, tu vas essayer de te concentrer sur une activité au niveau des doigts. Je le faisais aussi beaucoup, il se mettait à genoux sur le Swiss Ball, je lui donnais le téléphone avec Tetris, sur le dernier niveau de Tetris où tu as tous les petits carrés qui sont déjà emboîtés, tu es à la fin, et si tu te trompes de 2 fois, le jeu il est mort. Bah, lui, je lui demandais de faire une ligne, d'être ultra concentré tout en restant équilibré sur ce Swiss Ball là. J'ai réussi sur des personnes qui n'arrivaient pas à s'activer d'un point de vue ceinture abdominale, faire prendre conscience, voilà, de faire un crunch sur Swiss Ball, ok, de l'activation de ce buste-là, de l'impact qu'il y a sur les abdos. Donc ça, je l'ai fait et je le ferai encore, ok, je le ferai encore avec des charges. Donc d'un point de vue ludique et peut-être d'un point de vue euh, conscientisation, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, voilà, aujourd'hui, tu veux produire de la force, tu es obligé de produire de la force sur surface stable. Si ton sport se fait sur surface stable, à un moment donné, ça serait trop con de continuer à penser, entre guillemets, à l'ancienne. Il y a trop peu ou pas de sport où on le retrouve de cette production de force-là qui est fait sur milieu instable. Je sais pas, j'ai envie de dire même un surfeur, lorsqu'il est sur la vague, au final, il est posé sur quelque chose qui est stable d'un point de vue agrippement au niveau du pied, etc. Alors peut-être qu'on pourrait voir le beach soccer, où là, on a des déplacements qui sont faits sur du sable, donc on est encore sur une autre production de force. Donc voilà, je pense que le Swiss Ball, ouais, par contre, plus que le Medicine Ball, est un outil à avoir. Ouais, mais du coup c'est intéressant parce que tu as contextualisé, tu as expliqué pourquoi tu l'utilises, dans quel objectif, dans quel but, avec quel type de personne. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, tu mets en avant et tu vas aussi à l'opposé en disant euh, faut pas utiliser que ça. Si je veux faire de la force, ok, bah, j'utilise une surface plus stable. C'est bien de contraster les deux et d'expliquer vraiment pourquoi on utilise tel outil. Parce qu'il y en a, ils disent je fais ci, je fais ça, mais bon, on sait pas trop pourquoi, pour qui, il n'y a pas de contexte et c'est généralisé alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Moi, après, d'un point de vue kiff, si on remonte un peu sur le fil Insta, parce que j'étais barjo, mais je le suis toujours au final, mais j'ai eu beaucoup fait des développés militaires à genoux sur le Swiss Ball. Voilà. Donc je cherchais pas à voir jusqu'à quel point mon Swiss Ball pouvait exploser, même au final, si ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, je crois. Mais faire du développé militaire à genoux sur le Swiss Ball, faire du développé couché à la barre sur le Swiss Ball avec des haltères, c'était une manière pour moi de dire je vais pousser différemment, il faut que je sois concentré différemment. Donc en étant le plus sécurisé possible, bien évidemment. Mais voilà, après c'est un outil aussi que, ben, je sais pas moi, qui peut être utilisable chez les judokas, être à genoux sur un Swiss Ball, ben, tu l'as cité, mais on l'a. Il nous l'avait montré déjà à l'époque, hein, Aurélien Broussal, où je suis à genoux sur ce Swiss ball-là, je dois me retourner sans tomber, etc. Donc c'est avoir conscience de son corps et essayer de bouger d'une manière différente. Voilà. Après, est-ce que des fois, il y aurait pas mieux à faire que d'utiliser un Swiss Ball? Tu as parlé de l'aspect ludique qui est important aussi, je pense, pouvoir se faire plaisir comme quand on fait du sport, c'est important. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas mieux à faire dans un certain contexte? On revient au début du podcast, hein, la base. Qu'est-ce que la base? À un moment donné, mon pilote de moto, ben, il va falloir qu'il fasse de la moto, hein. J'ai beau essayer des fois d'avoir ce transfert-là de mimique, de concentration, de, de, de production, de force pour l'aspect. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse sa base, hein, la moto, hein. Ok, donc si on contextualise le truc, hein.
Quand je le mets à genoux sur un Swiss ball, il n'a pas les vibrations, il n'a pas la crainte de l'adversaire, il n'a pas la crainte du circuit. Les sauts, ça n'a rien à voir. Tu vois, ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est une manière de pouvoir connecter les muscles différemment, je pense, et, d'avoir cet aspect un peu là, concentration, parce qu'au final, c'est le but que je recherchais. Voilà, et ça c'est cool que tu parles de la concentration parce qu'il y en a, ils vont dire le but recherché c'est la proprio. Toi tu dis le but recherché c'est la concentration et amener quelque chose de différent sur un mouvement. Ah, la proprio, c'est fini, je pense que là encore, ce week-end dernier, j'ai commencé à faire les premières formations avec le labo RNP pour essayer de, de m'ouvrir un peu, de comprendre un peu cet aspect justement de la proprioception. Hier soir, ils ont refait un webinaire un peu là où ils ont demandé aux gens qui voulaient participer. Et je crois qu'il y avait 170 ou 180 personnes et le sujet c'était ça, la proprioception. Donc c'est vraiment loin de ce qu'on peut faire avec un Bosu. Mais je dédramatise pas le Bosu. Je vais réutiliser le Bosu. Ok, je vais réutiliser le Bosu, le Swiss Ball. Si je veux faire des fentes à un sportif, je vais lui faire produire des fentes dynamiques sur l'avant. Je vais lui faire produire de la force en étant sur le sol. Donc, il fait des fentes avant et à un moment donné, je vais lui donner, je sais pas moi, un stimuli pour dire, il va venir faire sa fente sur le Bosu et se replacer sur le sol ou rester figé sur le Bosu. Il faut être concentré et assez situation-là. Parce qu'à un moment donné, tu veux faire comment pour reproduire une entorse de cheville ou une stimulation qui n'a rien à voir avec ce que tu fais? Je pense que c'est ces outils-là qui nous permettent de le faire. Mais on est loin là de ce qu'on faisait avant, de dire je vais tenir 45 secondes, les yeux fermés sur un coussin de proprioception. Ouais, c'est vrai. Et pour les chevilles, je pense même qu'il faut aller chercher sur des inclinaisons proches de ce qu'on retrouve pendant l'entorse, quoi. Ça, on le voit de plus en plus, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore mis en avant par rapport à ce qu'on vient de dire? Tu étais sur le petit matériel, entre guillemets, le petit matériel. Si on veut Si on veut ouvrir un peu nos esprits, moi j'ai toujours été fervent de ça. Quand j'ai été diplômé, j'ai dit ok, la musculation c'est la base, développement de la force c'est la base, c'est ce que j'aime, etc. Mais je veux d'autres outils pour m'entraîner. Et j'avais fait ce rapport-là avec les sangles de suspension, pour pas citer les sangles TRX, même si je m'en fous. Et Fortrainer en font des très bien, donc ça je le glisse par contre. Les sangles de suspension, c'est juste euh, énorme. Ça je kiffe. Tu vois, tu prends ta sangle, aujourd'hui ça coûte rien. Pour 30, 40 euros, tu as une sangle de suspension et tu multiplies euh, le panel de mouvement. Ça, c'est juste énorme. Tu peux faire varier les angles, tu peux faire de l'unilatéral, tu peux produire de la force. Après, si tu veux te lester, tu te lestes. C'est juste énorme. Voilà, c'est aussi un outil qui est important. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup tout ce qui est nouvelle technologie ou du matériel qui coûte vraiment cher. Les Et yeux de je la pense tête. que, voilà. Et maintenant, enfin, tous les clubs, tous les prépas, tous les entraîneurs n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce matériel qui coûte assez cher. Et c'est vrai que du coup, il y a des alternatives, comme tu viens de citer, les sangles de suspension. Et je pense à d'autres choses, hein, et qui peuvent du coup nous aider dans la pratique d'entraîner, quoi, de préparer les gens physiquement. Euh, J'aimerais quand même repasser un petit peu sur la proprio avant de passer sur les dernières questions. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens ou des méthodes ou des exercices pour travailler la proprioception? Voilà, parce qu'on a parlé de ce qu'il faut pas faire, mais est-ce que il y aurait des choses à faire que tu conseillerais? C'est le cours encore qui me masturbe l'esprit lorsque je veux l'amener à mes stagiaires.
Aujourd'hui, avec ce que j'ai pu euh, écouter là, euh, cette proprioception-là, il faut qu'elle soit vraiment mise en adéquation avec ce qu'on sait déjà sur les différents systèmes, donc le visuel, le vestibulaire, et puis tout ce qui est mécanorécepteur. Donc à un moment donné, si je dois mettre quelque chose en avant, c'est tout ce qui est en lien avec nos sens, ok, nos sens pour essayer de faire comprendre au corps ce qui va se passer, ce qu'il doit produire comme mouvement. Donc, je pense on est plus aujourd'hui orienté sur ça. Attention, hein, je suis issu de la vieille école, entre guillemets. À un moment donné, je vais te demander de squatter pour avoir tes sensations. Ok? Je vais te demander de squatter, d'essayer de descendre le plus loin possible, etc. La plus grande amplitude possible, de te redresser, de penser à tes cuisses ou de penser à tes fessiers, de serrer tes abdos. Donc là, on est de l'ordre de ces sensations-là. Ok? Aujourd'hui, je fais ce raccourci-là, mais on a beaucoup d'exercices qui sont en lien avec la vision, qui sont en lien avec les sons. Pour l'instant, je pense pas être Hmm. accroché avec ça. Ouais, j'ai un petit bug là. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. C'était moi ou c'était toi? Je sais pas, moi j'entendais plus rien pendant 15 secondes là. Ah, là c'est bien revenu. Là, c'est bon. Ouais. Parfait. Donc, je te disais que de l'ordre des sensations, en termes de kinesthésie, de savoir notre corps, comment il se comporte, je pense qu'il faut euh, faire des mouvements de base, hein, qui soient soit en spé, soit des mouvements de base de renforcement musculaire. Et après, ben, conscientiser tout ce qu'on va faire. Comme je disais, aujourd'hui, tu as des situations, des exercices qui sont à faire en amont pour te libérer d'un point de vue articulaire au niveau des yeux, donc des exercices au niveau des yeux, des exercices au niveau des oreilles, des sons, etc. Euh, j'y crois aujourd'hui, j'y crois, parce que ce côté-là proprioceptif, il est important de dire je vais venir réveiller les mécanorécepteurs par des sensations de toucher ou des sensations de froid, etc. Pour pouvoir être libéré sur l'amplitude, j'y crois, mais aujourd'hui, si je dois venir squatter, eh ben, j'appliquerai avant tout le mouvement de base directement. Okay, je mettrai en place des exercices d'échauffement, j'essaierai de me libérer d'un point de vue articulaire, d'être le mieux possible, faire des étirements activo-dynamiques ou balistiques. J'essaierai de préparer les zones pour être le mieux possible. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette notion-là d'équilibre-déséquilibre ne doit plus être en lien avec cet aspect-là de la proprioception. C'est vrai, c'est deux choses différentes. Alors, j'ai deux questions en une pour toi. Je te laisserai répondre en deux temps. Qu'est-ce qu'un bon formateur et qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? T'es un coquin, toi, hein? Ça, je me suis dit, je vais poser qu'est-ce qu'un bon formateur, comme tu formes aussi des professionnels. Je pense qu'un bon formateur, on l'a dit dans le coach qui s'entraîne, c'est à un moment donné un formateur qui a vécu des expériences. J'aime bien, moi, à chaque fois, dire ce qui m'est arrivé, parce qu'on parlait de contexte, des situations qui me sont arrivées dans le coaching ou dans le développement des qualités physiques, les erreurs que j'ai pu faire, ce qui a marché pour telle personne et qui n'a pas marché pour telle personne, qui a marché sur moi, ce qui j'ai pu rebondir sur d'autres personnes, mais en partie, bref. Je pense qu'un formateur, c'est quelqu'un qui a vécu un minimum d'expérience quand même, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être formateur et surtout, tout le monde veut être préparateur physique dans un club pro. Voilà, on sort du BP ou on sort de là et on veut tout de suite gérer ça. Mais moi, j'ai pas envie de gérer ça.
parce que c'est euh, ultra minutieux. Ok, c'est ultra minutieux. En fonction du club dans lequel tu te trouves, eh ben, peut-être tu vas être tout seul pour gérer beaucoup de choses. Euh, Là, dernièrement, j'ai été préparateur physique sur un club de rugby. J'ai vraiment kiffé mon expérience. Je devais gérer l'aspect énergétique, l'aspect musculation, l'aspect réathlé, l'aspect GPS. Attention, hein, c'était ultra kiffant. Mais c'est des missions qui parfois peuvent être proposées à plusieurs personnes au final pour optimiser le travail. Euh, le formateur, à un moment donné, euh, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il soit passionné. Et si on prend l'étymologie du mot passion, la passion, c'est souffrance. Il faut souffrir. Donc, aujourd'hui, qui aime souffrir à l'entraînement? Attention, souffrir, ça ne veut pas dire je me fais tomber un haltère de 50 kilos sur la figure et je suis content. Mais c'est se dire, je vais m'entraîner, je sais ce que c'est m'entraîner, je sais quand c'est dur, quand c'est moins dur, là je l'ai encaissé. C'est ça en fait, la base. Tout le monde dit, moi je suis passionné, ça fait 6 mois que je fais de la muscu, mais arrête, tu fais quoi en 6 mois? Tu n'as rien eu le temps de voir. Moi, quand je mets en avant le fait que j'avais à 13 ans, j'ai pris une équipe de foot, de petits footballeurs, ils avaient 4 ans. C'est-à-dire que très tôt, j'ai aimé faire ça. J'ai aimé faire ça et on m'a aiguillé, j'ai grandi dans le monde de l'encadrement comme ça. Donc, il faut cette part-là de vraie passion, d'expérience aussi, et puis d'organisation, parce que tu as un déroulé pédagogique à mettre en place. Il faut le tenir, parce que tes stagiaires, ils viennent pour ça aussi. Ok, ils postulent dans une école, donc à un moment donné, il faut assurer aussi. Et il faut les accompagner, c'est ce que je dis, ils font partie de mes objectifs, puisque chacun doit faire ses propres objectifs chaque année, etc. Moi, les stagiaires que j'ai, ils font partie de mes objectifs. Si au début, j'ai 5 classes, moi, différentes. Donc, allez, on va dire que c'est 80 élèves. Moi, mon but, c'est qu'ils aient tous le diplôme. Mais à un moment donné, si toi, tu te mets pas en avant, si tu ne montres pas que tu révises, que tu es connecté avec ce que tu veux faire, je suis désolé, mais tu m'attires plus. Donc là, je vais peut-être m'attirer les foudres. Donc le formateur, il doit toujours. À un moment, non, le formateur, il n'est pas là pour ça. Je suis pas psy, même si on est là pour écouter tout le monde. De l'autre côté, le préparateur physique, eh ben, je vais mettre en avant le fait qu'il s'occupe d'athlètes, en fait, le préparateur physique, tout le temps. Il s'occupe d'athlètes. Il s'occupe des qualités physiques, du développement des qualités physiques d'athlètes, de sportifs qui sont payés pour ça. Quand je parle de haut niveau, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des sportifs qui sont confirmés, qui sont, entre guillemets, payés, mais pas du même ordre que des sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire aussi que le préparateur physique, s'il a, entre guillemets, un cursus BP avec de multiples formations annexes et puis de quoi montrer qu'il est capable, avec des années d'expérience, il peut devenir préparateur physique. Ok. Est-ce que tu as d'autres qualités pour un prépa physique? Tu as parlé de la passion, etc. pour le formateur. Est-ce que tu aurais d'autres qualités à retransmettre ou des qualités où tu te dis, ok, ce mec, il coche ses cases, je pense que c'est un bon prépa. Je pense que ça se rejoint pour les deux, mais aussi, comme on est bien sur le terrain et comme on doit observer, avoir cette qualité d'analyse-là, une qualité d'analyse, de dire ben, je vais orienter l'entraînement comme ça, j'ai pu parler avec le staff, avec les dirigeants, avec le coach, voilà ce que je peux proposer si je suis écouté, et voilà ce que je peux proposer d'un point de vue collectif, d'un point de vue individuel. Si je parle d'un préparateur physique qui a un groupe, ok, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, une belle
qualité d'analyse, et j'ai envie de te dire aussi du temps. Du temps. Voilà, il faut qu'il ait le temps. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu la chance de devenir papa, et je pense que c'était pas corrélé avec cette vocation professionnelle. C'est-à-dire que si j'avais eu le désir d'aller dans un club pro pour faire de la préparation physique, à un moment donné, le statut numéro un, c'était de devenir papa. Donc je le suis devenu. Donc tu peux pas être avec tes enfants et leur donner tout l'amour que tu veux et être présent sur le terrain avec tes 40 joueurs à essayer d'analyser lui. Non, je pense que ça va pas ensemble. Donc si il faut faire les choses, et ben, à un moment donné, il faut se lancer tôt. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire les deux en même temps, hein, mais pour être un papa impliqué, tu peux pas être sur le terrain, c'est pas possible. Donc je Mais t'en ai comment donné tu des fais qualités analysées, organisées, aussi sportif, hein, aussi sportif, et, euh, et une grande faculté à pouvoir réguler les situations, hein. C'est vrai. Comment tu gères tes journées, ton emploi du temps en fonction des formations que tu donnes, de la prépa que tu fais, tout ça corrélé à la vie de famille. Ah, avant toute chose, c'est la vie de famille en premier. Ça va être ça, chez moi, ça va être ça, mon objectif numéro un. Ça va être ça. Après, je suis sur des horaires, moi, où je fais 9h, midi, 13h, 16h en cours. Voilà, quand je suis à l'école, à prépa. Je vais pouvoir proposer du coaching, du coup, avant 9h. Proposer du coaching après 16h si l'emploi du temps correspond avec la vie de famille. Parce que si je dois aller chercher les petits à 16h30, je ne peux pas mettre du coaching à 17h, c'est pas possible. Ok. Il y a eu des fois où je faisais des séances de coaching et je les embarquais avec moi, je les jetais au parc. T'inquiète pas qu'ils faisaient leur truc et puis moi je pouvais faire ma séance de coaching. Voilà, des fois ça m'est arrivé de faire ça. Quand j'étais sur le club de rugby, je faisais 9h, midi, 13h, 16h. À 16h30, j'étais au club jusqu'à 21h. Et après, quand je rentrais, ben, je m'occupais des GPS. Donc, le rythme, il va vraiment dépendre de, bien évidemment, de l'emploi du temps et des différentes activités. Des différentes activités. Je pourrais être que formateur. C'est mon job numéro un, c'est ce que je suis allé chercher et c'est ce que je voulais faire. Mais je suis obligé d'aller chercher d'autres stimulations à côté. Celle qui. J'ai un jeune pilote de moto, il a 10 ans. Il a 10 ans et c'est un vrai régal de travailler avec lui. Voici Ok, mon emploi du temps. Et après, quand j'ai des choses exceptionnelles, bah, par contre, je le prévois. Je dis voilà, samedi dans 4 semaines, je vais devoir prendre la voiture pour partir en formation là-bas. Et voilà, ça se prévoit. anticipé. Le seul truc dont on n'a pas parlé, c'est l'entraînement au final. Quand est-ce que je m'entraîne? Du coup, euh, pendant de nombreuses années, je le faisais avant. Je m'entraînais à 6 heures du matin pour pouvoir après enchaîner avec soit des coachings, soit les cours. Maintenant, j'essaye de le faire euh, quand je peux. Là, au final, je me sers de ton podcast pour redire les choses, mais j'ai repris l'entraînement, ça fait 3 semaines, j'ai pas peur de le dire, mais je suis resté sur une période de 6 mois sans m'entraîner. Ça a été un viol psychologique pour moi, vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que comment je pouvais concilier mon job de formateur plus mon job de préparateur physique, entre guillemets, où j'étais présent tout le temps sur le club. Donc à un moment donné, les seuls moments que j'avais, j'étais obligé de le passer avec mes enfants. Donc c'est une passade qui a duré 6 mois. Et maintenant, c'est frein à main sur autoroute et les heures que je peux optimiser, je les consacre à l'entraînement. Tout ça, ça fait, je pense, des journées bien remplies. Très. Mais ça va, si c'est un métier passion, que tu kiffes tout ça, je pense que ça doit être finalement, c'est fatigant, mais je pense finalement c'est un bonheur, quoi. Ah bah, ça va faire, comme je t'ai dit, hein, 13 ans que je suis formateur.
j'ai toujours été dans le milieu du sport, donc au final, c'est pas pour rien, hein. Un jour, moi, la conseillère de désorientation en troisième, elle m'a dit, bouge-toi le cul, il faut que tu saches ce que je veux faire, ce que tu veux faire. Donc à un moment donné, j'ai dit, eh ben, j'adore le sport, eh ben, je me lance dans le sport. Mais au final, euh, je regrette rien. C'est trop bon de faire ça. Est-ce que tu aurais une expérience à nous partager que tu as vécue avec quelqu'un que tu avais en formation, avec un athlète, un sportif? Une expérience positive ou quelque chose de positif, d'enrichissant en est ressorti? Ah, j'en ai eu plein, hein. J'en ai eu plein des situations. Je, Une anecdote qui t'a marqué? ce qui va être gratifiant à un moment donné, bah, voilà. Alors, la dernière, ça va être celle-là, parce que j'en ai plein, c'est dur de ressortir. Enfin, j'ai pas été champion olympique, mais toutes ces satisfactions-là, minimes, entre guillemets, mis bout à bout, c'est ce qui me fait kiffer mon métier. Mais il y a quelques semaines en arrière, j'ai reçu un message d'un jeune que j'avais en formation sur le BP haltérophilie musculation l'année passée. Et ce jeune-là, il avait qu'un seul objectif, c'était réussir son diplôme et après intégrer une force armée pour devenir instructeur sport en fait. Et en fait, il y a 3 semaines en arrière, il m'a écrit en me disant, bah, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et là, on partait d'un jeune qui était déjà issu du cursus militaire, il avait cette vision-là. Il adorait l'entraînement, il a dû tout apprendre en termes de coaching. Et du coup, bah, maintenant, il se retrouve avec des méthodes d'entraînement, des façons de faire, comment poser des objectifs, parce on aborde aussi ce côté un peu mindset. Et en fait, tu reçois ce message-là de dire, ça y est, j'ai réussi, j'intègre ce corps d'armée là. Et ben, moi, je dors bien. Je dors bien quand je lis des messages comme ça, parce que on fait ce métier pour ça. C'est 1 an de formation pour au final dire, ça y est, j'ai réussi. Ouais, c'est très gratifiant comme tu l'as dit. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent? Eh ben, les seuls conseils que je peux te donner, c'est que l'entraînement, c'est la vie. Il faut continuer à s'entraîner. Sans oublier le fait que des fois, il est important de poser son cerveau pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà, d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le sport. Et si on peut éduquer les gens qui sont autour de nous ben, par, par une activité sportive, je pense que c'est le mieux. Voilà, sans prendre la tête, faire des choses que l'on aime, c'est ultra important. Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure le podcast? Eh ben, je te remercie vraiment. Je te remercie vraiment de m'avoir invité. Je te l'ai dit en off, par rapport à certains noms, au final, moi, je suis personne, hein. Les copains, ils aiment pas trop quand je dis ça. Mais, eh ben, je suis un homme de terrain sur un versant du job, du sport que l'on connaît moins. Voilà, si tu interroges, si un préparateur physique qui a fait tant d'Olympiades ou qui a fait tant d'athlètes, ça n'a rien à voir avec ma vocation. Moi, j'essaye de former les futurs coachs et j'essaye de les former avec mes tripes. Donc, je pense que c'est important de découvrir aussi cette facette-là du monde du sport. Voilà. Donc, je te remercie de m'avoir donné la parole. Mais écoute, merci à toi d'être intervenu sur le podcast, d'avoir livré tous les petits conseils, les petits tips que tu as mis en avant. Et comme tu l'as dit, je pense que c'est important aussi de mettre en avant le métier de formateur, parce que finalement, on a les athlètes qui atteignent des objectifs, on a les préparateurs physiques, mais on devient préparateur physique, et je pense qu'il y a, avec des gens comme toi qu'on apprend. Donc, euh, donc voilà, la transmission de connaissances, c'est quelque chose qui moi, m'a beaucoup plu chez certains profs, tu vois, que j'ai pu avoir à l'université, des profs qui sont passionnés, comme tu l'as dit, et qui transmettent et qui sont vachement dans l'échange. Donc voilà. Donc voilà, merci à toi d'être intervenu en tout cas. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout. Ils peuvent te retrouver sur Instagram, du coup, je pense, s'ils veulent suivre un peu ce que tu fais.
Exactement, Julien Volant, et puis voilà. Ça marche. Et bah, merci à tous et à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.